Alors du coup, dans l'exercice 1, vous donnez différentes formules semi-développées, vous demandez les topologiques et on commence par CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Donc, ça donne quoi ça? Donc, on a combien de carbone sur la chaîne principale? 1, 2, 3, 4. Donc, je viens dessiner une chaîne avec 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Sur le deuxième carbone, j'ai un CH3. Et voilà. Pour le deuxième CH3, CH2, c'est CH3 deux fois, CH2, CH3. On fait pareil, on vient compter le nombre de carbone sur la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le troisième carbone, j'ai 2 méthyles. 1, 2, 3. Donc j'ai 2 méthyles sur le troisième carbone. CH2, CH, CH2, CH, CH2. CH2, CH, CH2. Pareil, on vient compter le nombre de carbone sur la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une double liaison ici. Il y a une double liaison ici. Et voilà. La petite D, CH2. On a sauté la C. Donc là, c'est CH3, CH2, CHBr, CH3. Un, 2, 3, 4 carbones et un brome en troisième position. La E, CH2, CH, CH, CH3, CH, CH2. Donc j'ai dit CH2, CH, CH, CH3. On compte le nombre de carbone sur la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5. On a une double liaison ici. On a un méthyle en troisième position. On a une double liaison ici. La F, CH3, CH2, CNH2, CH3, CH3. Donc toujours pareil, on compte le nombre de carbone sur la chaîne principale. 1, 2, 3, 4. En troisième position, j'ai deux substituants, un méthyle et un NH2. Je vous rappelle que les H qui sont portés par des hétéroatomes, on les indique. Ils n'ont pas sous-entendu cela. Méthylcyclohexane. Donc cyclohexane, c'est un cycle à 6. Et enfin, le bromobenzène. Donc le benzène, on a vu ça dans le chapitre précédent, hein, c'est un cycle à 6 avec 3 doubles liaisons. Voilà. Alors du coup, pour cet exercice 2, donc on voulait passer de la formule topologique à la formule semi-développée. Donc on compte du coup la chaîne principale. Donc si la chaîne principale a 4 carbones, on commence ici par un CH2 qui est doublement lié à un CH qui est simplement lié
un CH2 qui est lié à un CH3. Là où vous vous trompez, à chaque fois, c'est le nombre d'hydrogènes qu'il y a sur chaque carbone. Il faut juste bien compter, hein. À chaque fois, chaque carbone est lié 4 fois. Ici, la chaîne principale, donc c'est la chaîne qui est ici horizontale, donc on a une chaîne à 4 carbones. On a un CH3, qui est celui-ci, qui est lié à un carbone. Ce carbone n'a pas d'hydrogène, il a 2 CH3 sur lui. Il y a un carbone qui a 2 CH3 sur lui et un CH3. Ça pour tout le monde? Ici, la chaîne principale, donc elle a 4 carbones. Donc on a un CH3 qui est lié à un carbone. Alors ce carbone-là, vous voyez, il a un hydrogène parce qu'il a 3 substituants, donc il lui reste un hydrogène. Donc c'est un CH, CH3. CH, CH3, CH3. Est-ce que ça va pour tout le monde pour celui-ci? N'oubliez pas, c'est CH, CH3, puisqu'ici en fait, il est sous-entendu, mais ici il y a bien un hydrogène et ici il y a bien un hydrogène. Il faut 4 substituants autour de chaque carbone. Celui-ci, la chaîne principale, elle est ici, elle a 4 carbones. Donc ça donne un CH3, CH2. Un carbone, lui, il n'a pas d'hydrogène puisqu'il a déjà 4 substituants. Ce carbone est lié à un CH3 et un chlore. Du coup, dans l'ordre alphabétique, c'est CH3 avant chlore, puis un CH3 pour terminer. Donc ici, on note dans l'ordre alphabétique. Hein. Alors, l'ordre alphabétique des symboles. Donc C, c'est avant CL. Dans l'ordre alphabétique. Oui. On n'a pas du coup noté genre CH, entre parenthèses CH3 avec 2, pour dire qu'il y a 2 CH3, et après sur le CL. Non, c'est la chaîne principale, c'est la plus longue. Ça, pour tout le monde, pour l'ordre alphabétique, dans le dictionnaire, carbone, C, c'est avant Cl. Ici, la chaîne principale, c'est celle-ci, donc c'est un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est le 3-méthylhexane. Donc on commence du coup par un CH2, double liaison. Ici sur ce carbone-là, il y a un hydrogène. Sur ce carbone-là, il y en a un également avec un méthyle. Ici CH2, CH2, CH3. Le diéthyléther. Donc ici du coup on a CH3, CH2, O, CH2, CH3. Diéthyléther. Alors le méthylalanate, ici, donc la chaîne principale, elle est ici. Donc ça me donne donc un CH3, un carbone qui est lié à un hydrogène et la fonction amine de l'acide aminé. Ici, on a du coup COO, CH3. Oui. On peut. Ouais, formule semi-développée, on les marque ou on les marque pas. Hein. On peut marquer comme ça. Hein. Si vous voulez. Ici, là on peut pas. Parce que si je marquais, donc comme tout à l'heure, donc on a combien de carbone? Donc on a un 6, on a combien d'hydrogène? 2, 4, 6, 8, 9, 10.
Si je marque ça, bah, ça ne me dit pas où est-ce qu'ils sont. Bah, faut dire les deux. Genre métier, tout ça. Oui, même si on dit, il pourrait être sur le même carbone, il pourrait être un carbone à côté, il pourrait être là, il pourrait être là. C'est un cycle. Donc la formule semi-développée, elle ne marche pas. Et non. Voilà. Si je marque ça, ça correspond aussi à ça. Hein. Bah justement, pour préciser, il faut écrire la molécule en entier. On ne peut pas écrire de formule semi-développée dans ce cas-là. Alors, pour l'exercice 3, on demandait tout d'abord tous les isomères pour C5H10. Alors, C5H10, ça donne quoi? Donc déjà, on a 5 carbones. Donc l'isomère le plus simple à faire, c'est les 5 carbones alignés. On compte, ça ferait 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Or, je n'en ai que 10. C'est donc forcément que j'ai une double liaison quelque part. Alors, quels sont les choix du coup pour cette double liaison? Soit je la mets au début, soit je la mets là, en position 2. La mettre en position 3, c'est pareil que de la mettre en position 2. Ça et ça, c'est la même molécule. Juste de la retourner. Pareil, ça ou mettre à la fin, c'est la même chose. Juste de la retourner. Donc au total, j'en ai que 2. Ensuite, on peut ramifier. C'est-à-dire avoir une chaîne de 4 carbones et mettre un méthyle. 1, 2, 3, 4. Je ne le mets pas au bout parce que le mettre au bout, ça veut dire rallonger la chaîne. Donc je mets mon méthyle soit en position 2, soit en position 3. Maintenant, il faut placer la double liaison. Donc la double liaison, je la place soit en bout de chaîne, soit je la place au milieu. Et si je la place à la fin, est-ce que ça donne un isomère différent? Oui. Donc là, j'en ai 3. OK. Est-ce que je peux avoir des isomères avec une chaîne à 3? Une chaîne à 3, ça donnerait ça. Et il faudrait que je mette 2 méthyles. Les 2 méthyles, je suis obligé de les mettre là. Mais là, j'ai plus la place pour mettre des doubles liaisons. Donc là, c'est fini. Ça, c'est pas possible. Donc il me reste juste 1, 2, 3, 4, 5 isomères. C'est ce que vous avez trouvé. C'est bon? Vous n'avez pas rajouté d'autres? Et on va passer à la deuxième qui est du coup C4H9Br. On va prendre le même principe. Donc là, on a 4 carbones. Sur ces 4 carbones, il va falloir mettre un brome. Donc le brome, je le mets soit en position 1, soit en position 2. Donc là, je ne tiens pas compte des stéréoisomères. Hein. Parce qu'ici, si on demandait tous les stéréoisomères, ici on a 2. Hein. Il y a le R et le S. Ensuite, chaîne ramifiée. Soit chaîne ramifiée, soit je mets le brome ici, soit je mets le brome au milieu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Donc c'est fini. Est-ce que vous en avez trouvé d'autres? Non, ça va?
Reste du coup le dernier qui est le C4H10O. Là, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Puisque quand il y a des oxygènes, on peut avoir plusieurs fonctions différentes. Alors, C4H10O, j'ai d'abord les fonctions alcool. Donc là, ça me donne les mêmes que pour le brome. Donc ça, ce sont les 4 alcools. Maintenant, je peux aussi avoir des éthers. Alors, on peut avoir cet éther-là. On peut avoir cet éther-là, puisque 4, je peux faire 1 plus 3 ou je peux faire 2 plus 2. Je peux également avoir un éther ramifié ici. Ça va être toujours 3 plus 1. Alors du coup, on vous donnait cette représentation de Newman de cette molécule dans l'exercice 4. Et on vous demandait ensuite de le représenter en crame. Donc je rappelle, en crame, ici on a le carbone de devant, ici on a le carbone de derrière. Donc je vais représenter du coup une liaison carbone-carbone qui va me donner le carbone de devant, le carbone de derrière. Sur le carbone ici qui est devant, j'ai un CH3 qui est à droite, un CH3 qui est à gauche, un H qui est en bas. Donc quand je prends ma molécule et que je la retourne comme ça, le CH3 qui est en rouge ici va se retrouver devant. Ok? Le CH3 qui est là, si je prends ma molécule, hop, je la retourne comme ça, il va se retrouver derrière. Le H, il est en bas. Je fais pareil pour le carbone qui est derrière. Je prends ma molécule, hop, je la retourne comme ça. Le H qui est là va se retrouver devant, le H qui est là va se retrouver derrière, le CH3 qui est en haut va se retrouver dans le plan. Ok? Voilà, en crame. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mon œil est là. Je regarde comme ça, j'ai bien exactement la molécule. Ensuite, on vous donnait l'évolution de l'énergie potentielle en fonction de l'angle dièdre ici. Donc on fait tourner le groupement de devant avec un angle θ. Quand θ vaut 0, j'ai cette molécule qui est ici. D'accord? Puisque θ vaut 0, hop, je tourne ici, si l'angle vaut 0, le CH3 qui est là vient se cogner contre le CH3 qui est là. D'accord? Cet hydrogène-là vient ici, ce CH3 qui est là vient ici. Ça pour tout le monde pour θ égale 0? Non? L'angle ici vaut 0. Donc 0, la langue, on est d'accord qu'il vaut 60 degrés. S'il vaut 0, c'est-à-dire hop, je tourne dans ce sens-là, ces deux CH3 vont se collisionner, le H qui est là va aller là, et le CH3 qui est là va aller là. Ok? Ça c'est 0. Si je regarde énergétiquement, quel est le problème? C'est qu'ici j'ai deux CH3 qui viennent se cogner, donc il y a de la gêne stérique ici. Ici il y a un CH3 avec un H, ici il y a deux H.
Donc au niveau bilan gène stérique, c'est pas terrible parce que du coup j'ai deux interactions CH3-CH3, une interaction CH3H et deux interactions HH en éclipsé. Donc si je fais le bilan, je vais effacer la molécule. Au bilan des interactions stériques, j'ai un CH3 qui va avec un CH3. J'ai un CH3 qui vient en éclipsé. Et ici, j'ai deux H. Le tout en éclipsé. Si je fais tourner de 60 degrés, donc je prends ici, je fais tourner de 60 degrés. J'obtiens la molécule qui est ici. Ok. Ici, si je regarde, les gènes stériques, elles sont beaucoup moins importantes, puisque du coup ici, je suis décalé. C'est pour ça que mon énergie, elle plonge vers un minimum. Ok. Puisque je suis en décalé. Donc les interactions en décalé, j'ai quoi? Si je compte, j'ai deux interactions CH3-CH3 décalées. J'en ai deux. J'ai deux interactions HH en décalé et j'ai deux interactions CH3H en décalé. Comme c'est décalé, c'est beaucoup plus favorable. Ça va pour tout le monde? Alors maintenant, si je vais à 120 degrés, donc 120 degrés, je continue à tourner. Donc hop, je continue à tourner. Mon CH3 ici va se retrouver ici. Mon H va se retrouver ici. Mon CH3 va se retrouver ici. Ok? Je continue à tourner. Donc c'est ce que j'ai représenté ici. J'ai un CH3 devant un CH3, un CH3 devant un H devant un H. Si je fais le bilan des interactions, ben c'est exactement le même qu'ici. J'ai deux CH3 qui interagissent, un CH3 avec un H avec un H. Donc ça explique du coup qu'ici et ici, j'ai bien la même énergie. Ok? Vu que j'ai les mêmes interactions. Donc ça, c'est identique à la première. On va comparer à la troisième éclipsée. Donc je refais encore un tour. Donc c'est-à-dire que le CH3 va passer ici, le H va passer ici, le CH3 va passer ici. J'obtiens la molécule qui est dessinée juste ici. Là, je fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai? Un H avec un CH3, un H avec un CH3, un H avec un CH3. Là, c'est plus favorable. Donc là, au niveau des interactions, je me retrouve avec 3 CH3H et donc c'est plus favorable. Et c'est pour ça que cette énergie qui est là est légèrement plus faible que l'énergie qui est là. Ok? Puisqu'à la place d'avoir des CH3 et CH3, c'est deux gros groupements qui viennent se rentrer dedans. Là, j'ai un gros groupement avec un petit groupement. Ça, c'est beaucoup plus favorable que d'avoir deux gros groupements qui se rentrent l'un dans l'autre. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon pour comparer les trois configurations éclipsées? Maintenant, si je compare les trois configurations décalées, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, on voit de même qu'il y a deux énergies différentes. Pourquoi?
Donc ici, j'ai compté, j'ai 2 CH3CH3, 2 HH, 2 CH3H. Ici, si je compte, j'ai un seul CH3CH3. 1, 2, 3, 4. 4 CH3H et une HH. Donc à la place d'avoir 2 CH3CH3, j'en ai plus qu'une seule. C'est beaucoup plus favorable. Là, c'est pareil. Si je regarde lui, j'ai une seule CH3CH3. J'ai 1, 2, 3, 4 CH3H et une seule HH. Et donc, c'est plus favorable. Et donc, j'ai bien ici les deux conformères qui sont ici, qui sont plus stables que celui-ci. Voilà. Le bilan ici ou ici, c'est le même. Alors, du coup, pour la correction de cet exercice 6, donc on avait d'abord un carbone qui a 4 groupements différents. Il faut les trier suivant les règles de Cannigan-Prelog. Donc ce carbone, il est lié à un hydrogène, il y a un carbone, il y a un carbone, il y a un oxygène. Si je départage en Cannigan-Prelog, l'oxygène est prioritaire parce que c'est le Z le plus grand. Lui est 2 ou 3, lui est 2 ou 3. Et lui est en dernier puisqu'il a le numéro atomique le plus petit. Reste à départager qui est 2 ou 3 entre ces deux carbones. Donc ce carbone-là est lié à 3 carbones. Le carbone qui est là est lié à 3 hydrogènes. On prend à chaque fois le prioritaire de chacun. Le carbone l'emporte contre l'hydrogène. Donc c'est lui qui va être 2 et lui qui va être 3. Voilà. Petit b. Ici, on a un carbone qui est lié à un oxygène, qui est lié à un oxygène, qui est lié à un carbone, qui est lié à un carbone. L'oxygène l'emporte sur le carbone, mais on ne peut pas trancher entre les deux oxygènes. Donc les oxygènes sont 1 ou 2, et les carbones sont 3 ou 4. Donc là, du coup, il faut séparer les deux. On va comparer les deux oxygènes et on va voir. Donc, si je vais à l'ordre suivant pour les oxygènes, lui est lié à un hydrogène, lui est lié à un carbone. Le carbone l'emporte sur l'hydrogène. Donc, lui est 1, lui est 2. Reste à départager les deux carbones. Ce carbone-là est lié à 3 hydrogènes. Ce carbone-là est lié à 2 hydrogènes et un oxygène. Oxygène contre hydrogène, c'est l'oxygène qui l'emporte. Donc lui est 3 et il reste que le 4. Ça pour tout le monde. Dernier, ici, beaucoup plus compliqué. Le carbone, il est lié à un azote, un carbone, un oxygène, un carbone. Voilà. C'est là où vous oubliez que dans l'ordre, c'est de Z décroissant, c'est oxygène, azote, carbone. Donc l'oxygène est prioritaire, puis l'azote, puis le carbone. Je vous rappelle qu'elle périodique, elle est comme ça. Carbone, azote, oxygène, fluor. Donc le Z le plus grand, c'est l'oxygène, puis l'azote, puis le carbone. Donc l'oxygène est numéro 1, l'azote est numéro 2. Ces deux carbones-là, il faut les départager. Alors, c'est là où vous oubliez certaines choses. Un carbone a forcément 4 liaisons au total. Donc si on marque CN, ça sous-entend du coup qu'on a C triple liaison N. Parce que forcément j'ai 4 liaisons sur le carbone. Donc ce carbone CN, il est lié à un azote et à 2 azotes fantômes. Ici, on a un hydrogène, un azote. On compare, azote contre azote, égalité, il faut faire un deuxième round. Azote fantôme contre hydrogène, c'est l'azote fantôme qui l'emporte. Donc le numéro 3, c'est lui, le numéro 4, c'est lui.
qu'on voit souvent dans les copies, c'est que vous allez marquer ça. Hydrogène, hydrogène, azote, parce que là, ça ne vous gêne pas. Par contre, ici, vous allez juste marquer carbone, azote, et vous allez dire que c'est lui qui l'emporte. Non, forcément, s'il y en a 3 comparés, il y en a forcément 3 comparés en face. C'est pas possible autrement. Oui, il faut mettre des fantômes. Donc pour cet exercice, on vous demandait de déterminer les configurations absolues de différents carbones asymétriques pour différentes molécules et également la configuration pour des doubles liaisons. Alors tout d'abord, on avait le composé suivant. Avec un groupement CH3 devant. Donc pour déterminer sa configuration, il faut donc regarder les substituants et les trier suivant l'ordre de CAN = prélog, donc suivant les règles CIP. Alors, si on prend ce carbone qui est ici, il est relié à un carbone, il est relié à un autre carbone, il est relié à un brome, et il est relié ici à un hydrogène. Donc si on vient trier au premier ordre, je vous rappelle qu'on trie par Z décroissant, numéro atomique décroissant. Le plus grand numéro atomique, c'est le brome. Les 2 carbones ici sont à égalité pour l'instant. Donc ils sont soit 2, soit 3. Et l'hydrogène est numéro 4. Reste maintenant à trancher entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3. Donc pour cela, il faut aller à l'ordre suivant. Donc ce CH2, CH3, si je note la connectivité, en fait, c'est un carbone qui est lié à 2 hydrogènes, qui est lié à un carbone, qui est lié à 3 hydrogènes. Donc ici, j'ai un carbone qui est lié à 2 hydrogènes, un carbone. Ici, j'ai un carbone qui est lié à 3 hydrogènes. Je compare pour chacun le numéro atomique le plus grand. Donc ici, c'est le carbone face à l'hydrogène. C'est le carbone qui l'emporte. Donc lui est numéro 2 et lui est numéro 3. Reste à reporter sur la représentation de Cram les différents ordres de priorité selon les règles CIP. Donc le brome est numéro 1, ce carbone-ci numéro 2, ce carbone-ci numéro 3, ce carbone-ci est numéro 4. Donc quand je viens regarder comment je passe de 1 vers 2 vers 3 en orientant le 4 derrière, ici je tourne dans le sens horaire, donc j'ai l'isomère R. Si on fait la deuxième molécule cette fois-ci, donc j'ai un groupement acide carboxylique ici, j'ai un groupement alcool ici, j'ai un hydrogène derrière et j'ai un CH3 à gauche. Toujours pareil, je viens tracer mon arbre pour voir les priorités selon les règles de CAN = prélog. Donc mon carbone central ici, qui est le carbone asymétrique, est lié à un carbone, il est lié à un hydrogène, il est lié à un oxygène, il est lié ici à un autre carbone. Au deuxième ordre, attention, COOH, le deuxième ordre, c'est pas OOH. Puisque si on vient représenter COOH, c'est C double liaison OH. Vous voyez, l'hydrogène n'est pas directement lié au carbone. Donc selon mon arbre de CAN = prélog, COOH, ça me donne donc un oxygène. Comme il est doublement lié à l'oxygène, un oxygène fantôme et un autre oxygène. Le CH3 ici, il est lié à 3 hydrogènes. Donc je viens du coup d'abord trancher au premier ordre. L'oxygène est prioritaire. L'hydrogène est en dernier. Il faut trancher entre ces 2 carbones. Alors, je compare oxygène à hydrogène. L'oxygène l'emporte. Donc, c'est lui qui est numéro 2 et lui qui est numéro 3. Ce qui me donne donc numéro 1 OH, numéro 2 COH, numéro 3 CH3, numéro 4 hydrogène. Mon groupement 4 est derrière, donc je peux regarder le sens de rotation. Ici, quand je vais de 1 vers 2 vers 3, je tourne dans le sens anti-horaire et donc j'ai l'isomère
S. Alors, molécule suivante. Donc on a l'acide aminé suivant. Avec le groupement amine qui est derrière, l'hydrogène qui est devant et le COH qui est à gauche. Encore pareil, mon carbone asymétrique il est juste ici. Je trace mon arbre de Canigalt-Prelog. Mon carbone est lié à un oxygène, il est lié à un azote, il est lié à un hydrogène, il est lié à un carbone. Là, je peux dès à présent trancher puisque j'ai 4 atomes différents. Et je vous rappelle, dans l'ordre de Z croissant, c'est carbone, azote, oxygène. Donc, le plus grand numéro atomique, c'est l'oxygène, suivi de l'azote, suivi du carbone, suivi de l'hydrogène. Erreur courante, on ne compare qu'au premier ordre. Donc le NH2 l'emporte bien sur COH. Alors, 1, 2, 3, 4. Et là, malheureusement, le groupement 4 est devant. Donc là, il y a deux techniques. Soit vous vous dites, bon, le 4 est devant, c'est-à-dire que ici, si je regarde le sens de rotation, c'est pas le bon, et donc il faut regarder l'autre. Donc là, je vois que je tourne dans le sens direct, c'est-à-dire que si j'avais mis le 4 derrière, je tourne dans le sens indirect, et donc je sais qu'il est S. Autre méthode, vous tournez votre molécule dans l'espace. Donc ici, je vais faire tourner, ici je vais échanger en faisant tourner la molécule sur elle-même. Je vais tracer un autre conformaire du coup. Donc le H va aller derrière, le NH2 va aller ici et le COH sera ici. Ce qui me donne donc 1, 2, 3. Et là, vous voyez bien, avec le groupement 4 derrière, qu'on tombe bien dans le sens S. Donc deux techniques à retenir. Soit je regarde le sens de rotation, je me dis c'est pas le bon. Soit vous tournez la molécule sur elle-même et vous regardez le sens de rotation. Les deux méthodes donnent le même résultat. On passe à la petite D. Alors, on a CH2OH. On a un hydrogène qui est dans le plan cette fois-ci. On a le groupe thiol qui est ici devant. Et on a le groupe amine qui est derrière. Encore une fois, mon carbone asymétrique est ici. Et donc, je viens tracer mon arbre pour connaître l'ordre de priorité selon les règles CIP. Donc, mon carbone est lié à un carbone, il est lié à un hydrogène, il est lié à un soufre, il est lié à un azote. N'oubliez pas votre question périodique. Le soufre, il est juste sous l'oxygène. Et donc, je vous rappelle que du coup, le soufre a un numéro atomique qui est plus grand. Donc c'est lui qui va l'emporter devant l'azote, devant le carbone et devant l'hydrogène. Ce qui donne donc carbone 3, hydrogène 4, soufre 1 et azote 2. Donc là encore une fois, deux techniques. Soit vous voyez dans l'espace, il faut placer le 4 derrière. Donc en fait, il faut que je me place ici. En plaçant ici, vous voyez, si je mets mon œil ici, mon groupement 4 est bien derrière. Et donc là, je vois, en faisant 1, 2, 3, que je tourne ici dans le sens horaire. Donc je suis R. Si vous n'arrivez pas à voir dans l'espace, c'est pas grave, vous tournez encore une fois la molécule sur elle-même. Donc le SH va aller là, le H va aller là, le NH2 va aller là.
D'accord? Je fais tourner la molécule sur elle-même, ce qui me donne donc le CH2OH, c'est mon pivot, il n'a pas bougé. Mon SH est passé à droite, mon hydrogène est passé derrière et mon NH2 est devant. Donc là, si je fais 1, 2, 3, vous voyez bien qu'on tourne dans le sens horaire. Donc on est bien R. On va passer à partir de la molécule petit e à des molécules plus compliquées, puisque la chaîne carbonée est plus longue, et donc il peut y avoir un ou plusieurs carbones asymétriques. Alors, on commence par la molécule suivante. Donc, on a NH2, le H qui est derrière, H, CH3, H. Donc, tout d'abord, il faut repérer quels sont les carbones asymétriques de cette molécule. Je vous rappelle que par définition, un carbone asymétrique, c'est un carbone qui porte 4 substituants qui sont différents. Ici, mon carbone, il porte un NH2, un hydrogène, un COH et un CH2CH3. Donc, il a bien 4 substituants différents. Donc, ce carbone, il est bien asymétrique. Le carbone qui est ici maintenant, il porte 2 hydrogènes, donc 2 substituants identiques, donc il n'est pas asymétrique. Donc, dans cette molécule, je n'ai qu'un seul carbone, donc j'ai un seul carbone dont il faut déterminer la configuration absolue. Donc, toujours pareil, je trace mon arbre de voisins pour savoir, selon les règles CIP, quel est le groupement prioritaire. Donc, ce carbone est lié à un hydrogène, il est lié à un azote, il est lié à un carbone, il est lié à un autre carbone. Le carbone qui est ici, il est lié à un hydrogène et un carbone. Le carbone qui est ici, il est lié à un oxygène fantôme et un oxygène. Encore une fois, vous ne vous trompez pas, COOH, selon les règles CIP, c'est oxygène, oxygène fantôme, oxygène. Puisque mon carbone est lié 2 fois à un oxygène. Donc au premier ordre, on sait que lui est numéro 1, que lui est numéro 4 et qu'il faut trancher entre ces 2 carbones-là. Donc je compare les prioritaires. Donc le carbone face à l'oxygène, c'est l'oxygène qui va l'emporter. Donc lui sera numéro 2 et lui sera numéro 3. Je viens reporter sur ma figure. Donc lui sera numéro 1, lui sera numéro 2, lui sera numéro 3 et lui sera numéro 4. Mon 4 est déjà derrière, donc j'ai juste à regarder le sens de rotation. Ici, je tourne du coup dans le sens S. Molécule suivante. Alors, C2H5. CH3, H derrière, H devant, derrière CH3, en haut C2H5. Donc ici, il faut d'abord dénombrer le nombre de carbones asymétriques. Alors, j'en ai un ici, puisque j'ai 4 substituants différents, un C2H5, un CH3, un hydrogène et un carbone lié à plusieurs substituants. Et ce carbone ici est également asymétrique. Donc là, j'ai 2 configurations à déterminer. On va d'abord faire le carbone de gauche, ici. Il est lié à un carbone, un hydrogène, un carbone et un carbone. Il faudra donc, ici on sait que lui est numéro 4, par contre il faut trancher entre les 3 carbones. Le CH3, il est lié à 3 hydrogènes. C2H5, il faut donc bien marquer ce à quoi ça correspond. C2H5, C2H5, je vous rappelle que c'est un CH2 lié à un CH3. Donc ici, j'ai donc un carbone qui est lié à 2 hydrogènes et un autre carbone. Ici, ce carbone-là,
il est lié à 2 carbones et un hydrogène. Je viens trancher. Donc pour chacun, je prends le substituant prioritaire. Donc ici hydrogène, ici carbone, ici carbone. Eux sont à égalité, mais lui il perd. Donc on sait que lui sera numéro 3. Reste à trancher ici. Donc je prends le deuxième substituant le plus prioritaire. Ici hydrogène, ici carbone. Le carbone l'emporte. Donc lui est numéro 1 et lui est numéro 2. Et je viens reporter sur ma molécule les différents substituants. Donc lui est numéro 1, lui est numéro 2, lui est numéro 3, lui est numéro 4. Et bien tout simplement ici le 4 est déjà derrière, donc j'ai juste à tourner. 1, 2, 3. Et donc je tourne en sens R. Reste à voir le deuxième carbone qui est ici sur ma droite. Donc là je vais prendre une autre couleur. Le carbone qui est ici à droite. Les substituants en fait c'est les mêmes. Donc on peut déjà reporter, l'arbre sera le même. Donc ici le groupement numéro 1 sera là, le groupement numéro 2 sera là, le groupement numéro 3 sera là, le 4 est là. Problème, le 4 est devant. Donc si je regarde mon sens de rotation, je sais que ce n'est pas le bon. Comme je tourne en sens direct, en fait, si je mets le 4 derrière, je vais tourner dans le sens indirect. Et dans le sens indirect, je suis S. Question suivante qui était du coup de déterminer le nombre de stéréoisomères. Jusqu'à maintenant, on avait un seul carbone asymétrique. Donc à chaque fois, il y avait 2 stéréoisomères. Ici, il y a le R et il y a son énantiomère. Il y a le S et son énantiomère, le R. Ici, j'ai le RS. Donc au maximum, j'en ai 2 puissance le nombre de carbones asymétriques, donc 2 puissance 2, ce qui fait donc 4. Pourquoi au maximum? Puisque si la molécule peut posséder un plan de symétrie, dans ce cas-là, il y a un composé méso. Donc là, si je regarde ma molécule, je vois qu'en fait ces 2 carbones-là ont les mêmes substituants. Donc il doit exister normalement un plan de symétrie qui permet de voir si oui ou non cette molécule est la molécule méso. Le problème, c'est qu'ici mon C2H5 est vers le haut, le C2H5 est ici vers le bas. Donc je vais faire tourner ici ma molécule pour voir s'il y a bien ce plan de symétrie. Donc ici en fait, je vais faire comme ça. Je vais tourner autour de la liaison CC. Alors, ça donne quoi? Donc, celui de gauche, je n'y ai pas touché. Alors ici, donc je dis que mon C2H5 il passe en bas. Du coup, si je fais comme ça, hop, mon hydrogène, il va passer derrière. Et mon CH3, il va passer devant. D'accord? Vous voyez ici, je tourne. Hop, je fais un 180 degrés. L'hydrogène qui était devant, je vais faire un 180 degrés, il passe derrière. Et bien cette molécule, on voit qu'elle a un plan de symétrie. Et donc c'est bien le composé méso. Ce qui veut dire qu'elle possède des carbones asymétriques mais n'est pas chirale. Elle est achirale. Attention, achirale, le préfixe privatif qui veut dire n'est pas chirale. Donc elle est symétrique par rapport à un miroir-plan. Donc ici il n'y en a pas 4, mais ici il y en a 3 uniquement. Donc il y a le RS, il y a le RR et il y a le SS. Attention, hein, ça ne marche que s'il y a un plan de symétrie. S'il n'y a pas le plan de symétrie, il y en a 4. Donc
Donc si vous voulez, je les représente. On a le composé méso. On a un diastéréoisomère qui est celui-ci. Et on a un autre, on a l'énantiomère de ce diastéréoisomère. Donc eux, ils sont diastéréoisomères entre eux. Je vous rappelle qu'être énantiomère, c'est être symétrique l'un de l'autre par rapport à un miroir blanc. Vous voyez bien cette molécule-là, c'est bien symétrique de celle-ci par rapport à un miroir blanc. Alors que celle-ci et celle-ci ne sont pas symétriques l'une de l'autre par rapport à un miroir blanc, donc ce sont des diastéréoisomères. Reste la molécule G et la molécule H. Alors, la molécule G, donc là, on a un alcène. Donc, un alcène, je vous rappelle, il y a deux arbres à tracer puisqu'il faut couper la molécule en deux. Et on regarde de chaque côté qui est prioritaire. Donc ici, j'ai un carbone qui est lié à un carbone à un carbone. Ce carbone ici, il est lié à 3 hydrogènes. Le carbone ici, il est lié à 2 hydrogènes et un carbone. Donc lui, il va l'emporter. De l'autre côté, ici, mon carbone, il est lié à un carbone à un carbone. Ici, le carbone qui est ici, il est lié à un carbone et un carbone fantôme. Lui, il est lié à un hydrogène, un carbone. Carbone contre carbone, égalité. Hydrogène contre carbone, c'est lui qui l'emporte. Donc là, on voit que pour passer du groupement prioritaire vers le groupement le moins prioritaire, les deux flèches vont dans le même sens. Et donc, on a un alcène Z pour tout ça. Reste le dernier, où cette fois-ci, on vous donne en projection de Newman. Alors, en projection de Newman, c'est plutôt dur de voir les sens de rotation, etc. pour voir les règles de Cannigan-Prelog. Donc il faut tout d'abord prendre cette molécule et la mettre en crâne. Je vous rappelle qu'ici en Newman, on a l'œil qui est comme ça, et donc on vient prendre la molécule et on vient la retourner comme ça. Donc ce qui veut dire ici mon carbone, ici, il va se retrouver ici. Ce carbone, si je prends la molécule et que je la retourne dans ce sens-là, je vais avoir hop, mon chlore qui va passer devant et mon CH3 qui va passer derrière. Et mon hydrogène qui lui va rester dans le plan. De l'autre côté, pareil, je prends ma molécule et hop, je la retourne. Mon hydrogène ici va passer devant,
et mon CH3 va passer derrière. Et enfin, j'ai mon COH qui est dans le plan. Alors, comment savoir si on ne s'est pas trompé quand on est passé de Newman à la représentation de Cram? Déjà, ici, tout ce qui est ici, c'est dans le plan, puisque mon plan qui est ici, hop, va être dans le plan. Donc, l'hydrogène doit être dans le plan, le COH doit être dans le plan. Ensuite, ici, l'hydrogène est vers le haut, il est vers le haut, le COH est vers le bas, il est vers le bas. Maintenant, si je regarde, l'hydrogène et le chlore ici sont du même côté du plan. Donc quand j'y trace ici, j'ai bien l'hydrogène et chlore qui sont du même côté du plan. Pareil ici, j'avais mes deux CH3 qui sont de l'autre côté du plan. Et là, j'ai bien mes deux CH3 qui sont tous les deux derrière. Donc j'ai pris ma molécule, je l'ai retournée comme ça. J'aurais pu prendre ma molécule et la retourner dans l'autre sens. C'est exactement pareil. Je vais le faire si vous voulez. Donc j'ai cette molécule là, hop, je la tourne comme ça. C'est-à-dire que mon carbone qui est ici, il ne va pas être à gauche, il va être à droite. Donc si je prends la molécule et que je la retourne comme ça, mon carbone de devant, il y a un CH3 et un chlore. Le CH3 va passer devant, le chlore va passer derrière. Pareil, ici je prends ma molécule, hop, je la retourne. Ce qui est derrière, le H va passer derrière et le CH3 va passer devant. Ces deux molécules sont les mêmes. C'est juste que l'une et l'autre, c'est des 180 degrés, l'une par rapport à l'autre. Donc vous tracez comme vous voulez. Vous prenez votre Newman, vous le mettez comme ça, ou vous prenez votre Newman, vous le mettez dans l'autre sens. À vous de voir. Alors entre les deux, on va déjà regarder quels sont les carbones asymétriques. Alors ce carbone-là, il porte un chlore, un CH3, un hydrogène, un carbone avec d'autres substituants, donc il est bien asymétrique. Le carbone qui est ici, il porte 4 substituants différents, donc il est asymétrique également. Ce qui veut donc dire ici qu'on va avoir deux ordres de priorité à déterminer. Donc je vais mettre un carbone en orange et un autre carbone en rouge pour les distinguer. Alors le carbone qui est ici, il est lié à un chlore, un carbone, un hydrogène et au carbone qui est en rouge. Donc dans Cannigan Prelog, le chlore est numéro 1, l'hydrogène est numéro 4 et il faut trancher entre ces deux carbones. Le carbone ici c'est un CH3. Le carbone ici il est lié à un carbone, un hydrogène, un carbone. Carbone contre hydrogène, le carbone l'emporte. Donc lui sera numéro 2 et lui sera numéro 3. Alors 1, 2, 3, 4. Ah, l'hydrogène est ici dans le plan. Donc il va falloir soit regarder comme ça par en dessous pour voir quel est le sens de rotation. Donc si vous n'arrivez pas à voir du coup ce sens de rotation, eh bien il faut faire tourner ici pour mettre le H derrière. Donc on a dit chlore 1, lui 2, lui 3, lui 4. 1, 2, 3, on tourne bien dans le sens R. Donc lui, le carbone orange, il est R. Maintenant, on va faire le carbone qui est en rouge. Ce carbone, il est lié à un carbone, à un hydrogène, à un carbone et à un carbone. Ensuite, on a 3 carbones, donc égalité. Donc il faut aller à l'ordre suivant pour savoir qui est 1, qui est 2, qui est 3.
Alors, ce carbone, il est lié à 3 hydrogènes. Le carbone qui est ici, et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, donc c'est COOH. Donc, ça veut donc dire carbone, double liaison oxygène, simple liaison oxygène. Donc COOH, O, oxygène fantôme, oxygène. Le carbone qui est ici, il est lié à un chlore, il est lié à un carbone, il est lié à un hydrogène. On vient comparer pour chacun des 3 carbones les substituants les plus prioritaires. Donc ici 3 hydrogènes, bon, on prend l'hydrogène qu'on veut. Ici 3 oxygènes, on prend l'oxygène qu'on veut. Ici un chlore, un carbone, un oxygène, c'est le chlore qui l'emporte, donc on prend le chlore. Donc au final, lui va l'emporter sur lui, qui va l'emporter sur lui. 1, 2, 3. Et je vous rappelle que c'est la première différence que l'on tranche. Ce n'est pas parce que lui perd 2 fois sur 3 qu'il est numéro 2. On prend le plus grand de chaque et on compare. Si on peut trancher, on s'arrête là. Donc ça me donne donc 1, 2, 3, 4. Manque de bol. Le 4 est devant. Il va encore falloir faire des rotations. Donc l'hydrogène va passer là, le CH3 va passer là, le COH va passer là. Alors, ça me donne donc mon carbone, mon hydrogène qui va passer derrière, mon COH qui va être devant et mon CH3 qui va être là en bas. Donc lui, on a dit qu'il était numéro 1, lui est numéro 2, lui est numéro 3, lui est numéro 4. 1, 2, 3. Il est donc R. On a pu voir directement, 1, 2, 3. Ici, on tourne dans le sens indirect, mais comme le H est devant, en fait, il tourne dans le sens direct. Reste à voir le nombre de stéréoisomères. Ici, on n'a pas de plan de symétrie possible puisqu'un chlore ne peut pas être le symétrique d'un COH. Du coup, ici on a bien 2 puissance le nombre de carbone asymétrique, donc 2 puissance 2, donc ici on a bien 4 stéréoisomères. Qui sont donc les suivants. Donc on a celui-ci. Donc pour simplifier, je vais tout noter en topologique, ça ira plus vite. Donc je vous rappelle qu'en topologique, on ne note pas les hydrogènes, on ne note pas les carbones. Donc ici, quand je n'ai rien noté au bout, c'est-à-dire qu'ici c'est un CH3, ici je n'ai rien représenté devant, c'est-à-dire que devant, il y a un H. Ok, donc ça, c'est équivalent à marquer ça. Donc en topologique, formellement, du coup, c'est ça. Attention, s'il n'y a rien de marqué, ça ne veut pas dire que c'est un hydrogène. Ça veut dire que c'est un CH3. Voilà. Donc lui, il y a son énantiomère où j'inverse toutes les configurations. Donc je me retrouve avec le CH3 qui est devant, le chlore qui est derrière. Le CH3 passe devant, le COH qui était dans le plan, lui ne va pas bouger. Et il a également 2 diastéréoisomères où je ne touche qu'à un seul des 2 carbones asymétriques. Donc par exemple celui de gauche où j'inverse le CH3 et le chlore. Tandis que je ne touche pas à celui de droite. Et lui a un énantiomère où du coup j'ai alors l'énantiomère, le chlore devant, le CH3 derrière, le CH3 devant et
le COH, toujours dans le plan. Donc entre lui et lui, ce sont des diastéréosomères. Ici, ce sont des énantiomères. Entre lui et lui, du coup, ce sont des diastéréosomères. Entre lui et lui, ce sont également des diastéréoisomères. À chaque fois, on a toujours, s'il y a deux carbones asymétriques, on n'a que deux couples d'énantiomères. Alors du coup, dans cet exercice 8, on vous demandait tout d'abord de représenter le stéréosomère de configuration S de la cystéine. Donc là, ce qu'il faut faire dans ce genre d'exercice, c'est qu'il faut regarder, on en dessine un, et si ce n'est pas le bon, c'est que c'est l'autre. Donc on regarde ici, donc on a 1, 2, 3 carbones. Voilà. Ensuite, sur le carbone central, on a un hydrogène et un NH2. Donc bien entendu, pour être plus facile à déterminer, je vais mettre le H derrière. Et si c'est pas bon, bah, c'est que le H était devant. Donc je vais mettre l'hydrogène derrière. Ce qui veut dire que le NH2 est devant. Donc là, c'est un CH2SH. Et de l'autre côté, c'est un COOH. Voilà. Okay. Là, j'en ai représenté un. Je vais voir si c'est le bon ou pas. Pour ça, il faut que je regarde le carbone asymétrique qui est juste là et que j'y termine l'ordre de priorité en can, ingad, prélog. Donc ici, mon carbone est lié à un azote, il est lié à un hydrogène, il est lié à un carbone, il est lié à un carbone. Ici, si j'ai rien marqué en topologique, ça veut dire CH2. Hein. Donc l'azote est numéro 1, l'hydrogène est numéro 4. Par contre, il faut trancher entre ces deux carbones. Et c'est là où vous tombez à 90% dans le piège. Puisque du coup ici, COOH, c'est C double liaison OOH. Donc en arbre de Canigel-Prélog, c'est O, O fantôme, O fantôme. Ici, CH2SH, c'est hydrogène, hydrogène, soufre. Oui. Non, double. Oui. Il y a deux normaux et un fantôme. Donc ici, si je compare, le soufre l'emporte sur l'oxygène et je m'arrête là. N'allez pas dire que celui-là, il l'emporte 2 fois sur 3. C'est pas comme ça que ça marche. On regarde le prioritaire, là c'est le soufre, on regarde le prioritaire, là c'est l'oxygène. Et donc c'est lui qui l'emporte. Donc lui est 2 et lui est 3. Donc ne faites pas ça de tête, vous n'y arriverez pas. Posez votre arbre, regardez, comparez. Ce qui donne donc ici 1, 2, 3, 4. Je tourne dans le sens anti-horaire, c'est bon, c'est le S. Donc au hasard, j'ai représenté le bon. Si ce n'était pas le bon, eh bien j'aurais inversé qui est devant, qui est derrière et j'aurais eu le bon. Tout simplement. Alors pour le numéro 2, l'acide 2-amino-3-hydroxybutanoïque. Donc déjà, je compte le nombre d'atomes dans la chaîne principale. 1, 2, 3, 4. Sur mon carbone numéro 2, j'ai un hydrogène et un OH. Donc je vais venir mettre l'hydrogène derrière, on verra si c'est bon. Le OH. Et sur le carbone numéro 3, j'ai un hydrogène et un NH2. Voilà. Là, j'ai pris une molécule, on va voir si c'est la bonne. Si ce n'est pas la bonne, c'est que c'est l'autre. On va commencer par le carbone qui est ici. Et on veut voir s'il est R. On y va. Le carbone qui est ici, ça donne quoi en Canigel-Prélog? Il est lié à un hydrogène qui sera numéro 4, un oxygène qui sera numéro 1, un carbone et à un autre carbone. Ce carbone-là, il est lié à 3 hydrogènes. Le carbone qui est là, il y a un hydrogène, un carbone, un azote.
L'azote va l'emporter sur l'hydrogène. Donc dans l'ordre, ça donnera 1, 2, 3, 4. Donc vous serez noté aussi sur l'arbre. Hein. Donc apprenez à le faire. Puisque l'arbre, c'est la justification. Hein. Ça donne 1, 2, 3. C'est le R. Ça tourne dans les sens aigus d'une montre. Si vous ne vous rappelez pas, hein, une montre, il y a la lettre R. Donc du coup, c'est un R. Ça tourne dans le sens aigu d'une montre. Donc c'est bien le R. Là, ça marche. Donc celui-ci, il est OK. Maintenant, celui-ci, est-ce qu'il est bon? On va bien voir. Ça va vraiment un coup de bol qu'ils soient tous les deux bons. On ne sait jamais. Alors, ce carbone, il est lié à un carbone, il est lié à un azote, il est lié à un hydrogène, il est lié à un carbone. Le carbone là, il est lié à un oxygène fantôme, un oxygène. Le carbone qui est là, il y a un oxygène, un hydrogène, un carbone. Alors 1, 4. Ici entre ces deux carbones, oxygène contre oxygène, égalité. Carbone contre oxygène, c'est l'oxygène qui va l'emporter. Donc lui sera numéro 2, lui sera numéro 3. Je viens reporter les nombres sur ma figure. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah, il est S. Manque de bol, c'était pas le bon. Il tourne dans le sens anti-horaire. Nous, on demandait le R, donc c'est pas celui-là, c'est l'autre. Conclusion, le RR. Voilà, le RR, du coup, c'est lui, où l'hydrogène est devant. Parce que si l'hydrogène est derrière, il est S, donc c'est que l'hydrogène est devant. OK. Il est devant parce que si je le mets derrière, je tourne dans le sens anti-horaire. Or, on veut le R, c'est la question. Voilà. Donc comme il tourne dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il est devant. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris la logique? Ça va? Donc si on vous demande ça le jour de l'examen, enfin quand on vous demandera ça le jour de l'examen, du coup il faudra en dessiner un et du coup vous relevez est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon, tout simplement. Oui. Juste par contre, pourquoi est-ce que comment est-ce qu'on a fait le deuxième? L'arbre, vous avez compris. Le tableau? L'arbre, voilà. L'arbre, oui, pardon, l'arbre. Du coup, j'ai juste reporté les nombres. 1, 2, 3, 4, en rouge. Ouais. Et j'ai regardé dans quel sens on va. 1, 2, 3. Ça donnait S. Oui, mais nous, on veut le R. Donc, c'est-à-dire que celui-ci n'était pas bon. Et donc, le carbone est dans l'autre sens. Tout simplement. Oui. Au lieu d'avoir le H derrière, on a le H devant. Parce que de base, on met tous les H derrière. Parce que c'est plus simple. Voilà. On essaye le plus simple et si la réponse n'est pas la plus simple, c'est que c'était la plus compliquée. Changer un des carbones. Parce que celui de gauche était bon. Voilà. Alors, petit 3, là c'est une question où c'est au choix. Si la question c'est au choix, représentez le plus simple à déterminer. Donc déjà, quels sont les centres d'asymétrie au sein de cette molécule? Est-ce qu'il y a des carbones asymétriques? Oui, il y en a un. Et il y a aussi une double liaison.
Est-ce que cette double liaison est potentiellement asymétrique? Oui. Donc du coup, il faut que je fasse attention à la double liaison. Donc j'ai un CH3. J'ai une double liaison ici, qui est liée d'un côté à un hydrogène et un CH3. De l'autre côté de la double liaison, je suis lié à un hydrogène et à une longue chaîne carbonée. Comme je ne suis pas con, je vais mettre les deux hydrogènes du même côté. Comme ça, je sais déjà que mon alcène, il est Z. Parce que j'ai mis les deux hydrogènes ensemble, donc il est Z. Ensuite, j'ai un carbone, un CH, qui est lié à un CH3, donc lui il est asymétrique. Pareil, comme je ne suis pas idiot, je vais mettre le H derrière. Comme ça, je pourrais déterminer directement sa configuration absolue. Donc lui déjà il est Z, parce que je l'ai bien choisi, et l'autre, le H est derrière, donc j'ai déjà que le 4 est derrière, il ne me reste plus qu'à savoir qui est 1, 2, 3. Bon, lui va être 3 forcément. Entre lui et lui, ce carbone-là, il est lié à deux carbones, ce carbone-là il est lié à un seul carbone, donc il va perdre 1, 2, 3, je suis en sens anti-horaire, donc je suis S. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà, donc si on dit au choix, représentez le plus simple. Vous n'allez pas vous embêter. Donc pour cet exercice 9, on demande tout d'abord de définir une substance optiquement active. Donc une substance optiquement active, c'est une substance qui dévie le plan de polarisation de la lumière. Alors, comment ça se passe expérimentalement? On a de la lumière, donc on a une source lumineuse. Cette source lumineuse passe dans un polariseur pour polariser la lumière. Une fois que cette lumière est polarisée, on va la faire passer dans une cuve de notre échantillon, donc une cuve de longueur L. Quand ça va traverser la queue de l'échantillon, donc le plan de polarisation de la lumière va se mettre à tourner et ensuite du coup on va faire passer la lumière dans un analyseur qui va du coup nous donner du coup la variation du plan de polarisation de la lumière, donc du coup de combien a tourné le plan de polarisation de la lumière. Donc au niveau de la loi de Biot, ça nous donne que l'angle duquel a tourné le plan de polarisation, c'est-à-dire du coup le pouvoir rotatoire, c'est le pouvoir rotatoire spécifique multiplié par la longueur de la cuve, multiplié par la concentration de la solution. La concentration est donnée en milligrammes, en grammes, excusez-moi, par millilitre. La longueur de la cuve est donnée en décimètres. Le pouvoir rotatoire est donné en degrés. Et donc, le pouvoir rotatoire spécifique, lui, est en degrés par décimètre, par gramme, millilitre. Donc ça, du coup, c'est ce qu'on appelle le pouvoir rotatoire. Plus la solution sera concentrée, plus le plan de polarisation de la lumière sera dévié. On vous dit qu'on a fait une expérience avec une cuve de longueur 30 cm. On a mesuré les pouvoirs rotatoires et on demande du coup d'en déduire le pouvoir rotatoire spécifique. Donc il nous faut donc le coefficient de proportionnalité entre le pouvoir rotatoire
et la concentration. Donc là, on va tracer le graphique. Qui donne le pouvoir rotatoire en fonction de la concentration. Alors, la concentration ici nous est donnée en kilogrammes par mètre cube. Et donc, il faut faire attention, du coup, 1 kg par mètre cube, c'est 1000 grammes par mètre cube. Mais 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc, du coup, ici, il faut bien convertir, puisqu'on veut passer en millilitres. Donc, on va faire un 10 puissance 3. Donc, ici, du coup, on a 40 10 puissance 3. 80 10 puissance 3, 120 10 puissance 3, 160 et 200. Alors du coup ici on est à 0, ici on a 2,29, 4,56, 6,82, 9,15, 11,3. Et donc ce qu'il nous faut, nous du coup, c'est la pente de cette droite d'étalonnage. Donc je vais prendre ma calculatrice et je vais calculer du coup la pente de cette droite d'étalonnage. Alors on prend la calculatrice, on y va. Donc on a 0, 40, 80, 120, 160, 200. Et en ordonnée, on a 0, 2,29, 4,56, 6,82, 9,15, 11,3. Et donc ça me donne une pente ici de 0,057. Alors l'unité, c'est donc des degrés par kilogramme mètre cube. Puisqu'ici j'avais laissé dans ma régression linéaire en kilogrammes par mètre cube, excusez-moi, degrés par kilogramme mètre cube. Donc nous, ce qu'on veut à la fin, c'est des grammes par millilitre par décimètre. Donc la pente ici, c'est le poids rotatoire spécifique fois L. Donc c'est ce qu'on cherche fois la longueur de la cuve. Donc ce que je cherche, du coup, c'est 0,057 divisé par 30 cm. Donc 0,057 divisé par 30. Donc je suis 1,9 10 moins 3. Et donc les unités, je suis en degrés par kilogramme par centimètre mètre cube. Donc ici, si je vous rappelle, mes concentrations ici, je les ai mises en grammes par millilitre. Excuse-moi, c'est 10 moins 3 du coup. Hop, 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 hop. Donc en grammes par millilitre. Ensuite, du coup, ici, je suis en kilogrammes par centimètre. Donc il faut que je mette en. Donc 1 kg
du coup ici c'est 1000 grammes, donc il faut que je divise par 1000 pour passer en grammes. Ici c'est par centimètre, il faut que je mette par décimètre, donc il faut que je multiplie par 10 pour mettre par décimètre. Et ici c'est des mètres cubes, il faut que je mette en millilitres, donc des millilitres c'est des centimètres cubes, donc là il faut donc que je multiplie par 10 puissance 6. Donc au total, dans ma conversion d'unité, 7, 3, il faut que je multiplie par 10 puissance 4. Et donc ça me fait du 19 degrés par gramme, par décimètre, par millilitre. Voilà, forcément, je suis de l'ordre de l'unité, hein, parce que c'est toujours ce qu'on cherche. Ensuite, on vous dit qu'on a titré une solution, on a trouvé un poids rotatoire de 5,17 et on demande d'en déduire en kilogrammes par mètre cube, puis en mol par litre, la concentration de la solution A. Donc on part d'ici. Connaissant cette formule-là, on peut en déduire la concentration, comme ce que vous avez fait en TP. Donc la concentration, donc c'est pour la question 5. La concentration, c'est le pouvoir rotatoire sur le poids rotatoire spécifique fois la longueur de la cuve. Alors, j'étais à combien de degrés? 5,17 que je divise par le poids rotatoire spécifique qui est de 1,19, non 1,9, excusez-moi, 10 moins 3 que je multiplie par la longueur de la cuve. Donc ici elle est en centimètres et ici j'ai mis en centimètres, donc tout va bien. Je multiplie par 30 et ça me fait donc du 90,7. Là je suis en kilogrammes par mètre cube parce que j'ai pris l'unité ici, donc qui était déjà en kilogrammes par mètre cube. On peut vérifier ça graphiquement que pour un angle de combien? De 5,17. Donc 5,17 en angle, je suis à peu près là. Et donc je lis bien une valeur qui est intermédiaire entre 80 et 120. On est bien à 90. Donc tout va bien. Ensuite en mol par litre. Donc si je veux des mols par litre, il faut déjà convertir ça en grammes par litre. Donc 1 kg par mètre cube, c'est pareil qu'un gramme par litre. Et il faut du coup diviser par la masse molaire qui vaut 90,08. Et donc ça me fait du 1,0 mol par litre. Enfin, on vous dit qu'on effectue un mélange d'acide L-acétique et D-lactique, L-lactique et D-lactique qui sont énantiomères aux mêmes concentrations. Comment obtient-on ce type de mélange? Quel serait l'angle de déviation de plan de polarisation de la lumière? Et justifié. Alors, on a un mélange d'acide L-lactique plus son énantiomère, l'acide D-lactique, aux mêmes concentrations. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un mélange racémique. Dans le cas d'un mélange racémique, le pouvoir rotatoire de la solution, le pouvoir rotatoire total, c'est donc le pouvoir rotatoire de l'acide L-lactique plus le pouvoir rotatoire de l'acide D-lactique. Mais d'après la loi de Biot, c'est donc le pouvoir rotatoire de l'acide L-lactique
spécifique multiplié par la longueur fois la concentration plus le pouvoir rotatoire spécifique fois la longueur fois la concentration. Mais expérimentalement, on observe que le pouvoir rotatoire spécifique d'un énantiomère, c'est moins le pouvoir rotatoire spécifique de l'autre énantiomère. Donc ces deux termes-là vont simplifier et donc la somme fait 0. Donc la solution d'un mélange racémique est optiquement inactive. Et donc ça termine ce TD.